Voilà. Bon, alors, chien des planètes. Alors, non, c'est plus joli sur mon écran parce que là, c'est qu'il y a un jaune. Il y a un jaune, oui, c'est blanc, moi. Là, ce qui est jaune sur moi, chez moi, c'est blanc. Hein. Bon, alors, donc, tout ce matin, on a parlé donc, de la recherche, etc. Et on a juste abordé le problème de savoir qu'on a quand même découvert des planètes. Voilà. Bon, alors, le problème, car là, on va reprendre le dessin le dessin de Perryman, hein, l'arbre de Perryman. Donc, les planètes prévues donc, depuis longtemps, on ne peut pas les voir, donc prévues depuis le XVIIe siècle, et il a fallu attendre la fin du XXe pour en avoir. Bon, la seule lumière est la lumière qu'elles reçoivent, et qui est environ 1 million de fois moins brillante que la lumière de l'étoile, et souvent encore moins. Bon, donc elles sont noyées, donc c'est très, très difficile à voir. Voilà. Alors là, on prend plus faible que la lumière d'une luciole à côté de la lumière d'un phare. Ah oui. Alors, donc, l'imagination des scientifiques, alors c'est pas du tout la couleur que moi j'ai un truc qui est uniformément bleu, mais bon. Donc, a identifié de nombreuses méthodes pour détecter des planètes. Alors, il y a des méthodes, donc vous avez vu certaines, seulement quelques-unes de ces méthodes ont été utilisées et ont donné des résultats. Alors, il y a beaucoup de techniques, de nouvelles techniques qui sont mises au point. Les astronomes réfléchissent beaucoup à de nouvelles techniques qui devraient permettre de détecter donc des planètes. Voilà. Alors, donc voilà, de nouveau l'arbre de Perryman avec donc l'arbre, la version 2017, octobre 2017. Et puis je reprends l'image de tout à l'heure, voilà. Voilà. Variation de luminosité, mouvement réflexe. Alors actuellement, on va parler d'abord de ce qui se passe là donc, dans le mouvement réflexe, hein, l'astrométrie et les vitesses radiales. Donc, on utilise la moyenne tournée, on regarde donc l'effet, ce qu'on appelle l'effet réflexe, l'effet produit par la planète sur l'étoile. Alors, la masse de la planète implique que le centre de gravité planète-étoile n'est plus exactement au centre de l'étoile, et donc l'étoile, il y a deux choses, l'étoile ne déplace pas exactement en ligne droite, et sa vitesse n'est pas tout à fait, la vitesse par rapport à nous n'est pas tout à fait constante. Alors on prend l'exemple toujours donc les patineurs là, alors sachant qu'évidemment le rapport de poids entre le patineur et la patineuse est beaucoup moins grand que la différence de masse, que le rapport de masse entre l'étoile et sa planète, mais on voit ici que le centre de gravité, et on voit bien que le patineur, il s'incline vers l'extérieur quand la patineuse tourne autour de lui. Hein. On prend aussi l'exemple, alors voilà, même chose centre de gravité, voilà, l'exemple du marteau, hein. Vous voyez que le lanceur de marteau se penche du côté opposé au marteau. Il fait tourner le marteau et il ne sera pas comme ça parce qu'à ce moment-là, il sera déséquilibré. Pour rester à l'équilibre, il faut qu'il se penche du côté opposé au marteau. Voilà. Alors voilà, si on prend le mouvement du Soleil dû à Jupiter tel que si un astronome était sur une planète au-dessus, donc au-dessus du système solaire, au-dessus du plan 33 années-lumière, on verrait que, alors vous voyez, là le Soleil se déplacerait un petit peu, hein, mais quand même extrêmement peu, et là c'est 33 années-lumière, bon c'est quand même très très proche, et le Soleil se déplacerait quand même extrêmement peu par rapport à lui-même, voilà. Mais pourquoi c'est pas une ellipse Parce que c'est complexe comme figure. Parce que Jupiter tourne. Oui, alors il tourne, Jupiter c'est 12 ans, alors ils l'ont pris à partir des 90, je sais pas. C'est la musique, vraiment. 90, ça fait 90, ça nous mène jusqu'à 2000, 12 ans, ça fait 2002. Donc ça fait c'est l'effet de Saturne qui... Mais oui, on dit toujours, j'ai toujours cette image-là que j'ai vue, j'ai pas tellement, effectivement, j'ai pas tellement posé de problème. Je sais pas, vous avez raison, c'est une bonne question, il faut que je réfléchisse. Ça fait 3 ans, Jupiter. Je sais pas. Voilà, bon, enfin bon, moi j'ai pas fait les calculs, je me contentais de prendre le... C'est pas le système solaire qui se... c'est pas un déplacement rectiligne, on sent que ça se déplace dans un sens puis après dans l'autre. C'est pas le Soleil qui se déplace comme ça?
Si, c'est le soleil, là, ils ont montré, bon, ça c'est. Là, ils ont montré le soleil, mais c'est pour moi. Le truc, ça, c'est le centre du soleil, là. Là, c'est le centre du soleil. Ah, voilà. Voilà, ça c'est. Mais là, c'est pour avoir la taille de l'image du soleil. Et le soleil. Oui, mais logiquement, effectivement, le soleil ne devrait décrire que est opposé uniquement. Il n'y a pas que Jupiter, c'est ça. C'est peut-être à cause de ça, ils ont dû intégrer d'autres planètes, j'imagine. Oui, bon, je me renseigne. Bon, alors, l'étoile se déplace dans l'espace. Le mouvement propre, donc, vous savez que les mouvements des étoiles, quand vous comptez le mouvement des étoiles, vous avez à la fois, on compte le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement propre, c'est le mouvement des étoiles sur le plan du ciel, et le mouvement de l'étoile par rapport à vous. Hein? Est-ce qu'on appelle, alors le mouvement d'étoile, bon, quand on représente le ciel, donc comme une demi-sphère de rayon infini au centre de laquelle on est, hein, et donc ce qu'on appelle le mouvement sur le plan du ciel, enfin c'est pas le plan, et donc ça c'est les mouvements propres, et puis la vitesse radiale, ça s'appelle radiale parce que c'est le mouvement le long du rayon qui joint votre œil à l'étoile, hein, qui est le rayon de la sphère. Bon, donc ce mouvement de la ligne de visée, sur le long de la ligne de visée. Alors c'est le rougissement, alors d'après l'effet Doppler, la lumière, la longueur d'onde change, et donc c'est soit l'étoile rougit, soit l'étoile bleue. Voilà. Bon. Alors voilà, donc là c'est ce que j'expliquais, maintenant je détaille ici, donc vous avez la Terre ici, voilà, et puis vous avez, donc c'est un mouvement dans l'espace, donc 3 axes. Hein. Voilà. Alors d'abord, on pourrait penser comme ça que c'est plus facile de détecter, c'est un peu palichon, hein, on pourrait penser que c'est plus facile de détecter le mouvement de l'étoile sur le ciel, mais en fait c'est pas vrai. C'est beaucoup plus facile de mesurer le mouvement de l'étoile le long de la vitesse radiale. Donc au début, on a pensé, donc ce qu'on appelle l'astrométrie, l'étude du mouvement des astres, et on a d'abord recherché si les planètes pouvaient être détectées à partir du mouvement de l'étoile sur le fond du ciel. Hein, puisque quand la planète bouge, l'étoile bouge aussi, donc à condition que, bon, voilà, de toute façon, là, ça va dans tous les sens. Bon, si l'étoile, le mouvement se fait en ligne droite, si c'est un système composé, étoile double, etc., le centre de gravité, bon, mais pas le centre de la lumière, c'est un peu plus compliqué. Bon, voilà. Alors, on a détecté ainsi les étoiles doubles, comme je vous disais ce matin, on a vu que Sirius ne se déplaçait pas en ligne droite, mais Sirius faisait un mouvement comme ça, bon, Sirius est assez brillant, et en fait, qu'il y a ici une étoile, une naine blanche qui est vraiment beaucoup moins brillante que Sirius, et qui infléchit le mouvement de Sirius, et comme ça, on a pu détecter la naine blanche. Le problème, c'est qu'une planète a une masse qui est beaucoup plus petite qu'une naine blanche. Alors, on a essayé d'abord de détecter ça, donc avec l'étoile de Barnard, qui est une étoile plus proche du Soleil, et qui est celle qui a donc il y a le système triple d'Alpha du Centaure, avec donc les 2 étoiles plus Proxima, hein, et une étoile double dans Alpha du Centaure, donc le système d'étoiles le plus proche de nous, et une étoile double, et puis une 3e étoile, tout proche qui tourne autour de nous, c'est une 3e étoile qui est beaucoup plus loin, et qui fait partie d'un système triple, mais qui du coup mettra très longtemps à tourner autour. Hein. C'est celle qui est actuellement Proxima. Bon. Mais alors là, celle-là, l'étoile de Barnard donc, est très proche, mais c'est une petite étoile et elle n'est pas visible à l'œil nu. Hein. Elle est quand même très très proche de nous. C'est ce que je disais ce matin, que les UNN M sont très nombreuses, mais comme elles ne sont pas intrinsèquement lumineuses, alors on sait qu'elle a un très grand mouvement propre, donc on s'est dit, bon, on va étudier son mouvement propre avec. Voilà. Alors Van de Camp, qui était un Hollandais, mais qui était travaillé en Amérique, a donc fait des mesures extrêmement précises de la position de l'étoile de Barnard et a traité les données avec un soin extrême, etc. Et finalement, il a dit qu'il y avait un système planétaire autour de cette étoile. Moi, j'avais entendu, quand j'ai commencé l'astronomie, qu'il y avait un système planétaire autour de l'étoile, mais dont les gens n'avaient pas trop l'air d'y croire quand même. Enfin, bon. Mais il y a eu à un moment un étudiant qui a dit « mais c'est très embêtant parce que j'ai trouvé qu'une autre étoile avait exactement les mêmes variations en même temps ». Évidemment complètement impossible. En fait c'était un effet instrumental qui correspondait à différents réglages du télescope. Voilà. Alors Van de Camp,
C'est une histoire absolument horrible parce qu'il a travaillé comme un fou pendant des années pour rien. Bon, alors, jusqu'à présent, l'imprécision des mesures est trop importante pour qu'il soit possible de détecter des planètes par des mesures astrométriques, mais, bon, c'est des mesures des positions de l'étoile, excuse-moi, il y a un S en trop, là, je suis désolé, il faut que j'enlève. Bon, le satellite Gaïa, qui donnera les positions, quand il commence à donner les positions de plus d'1 milliard d'étoiles dans la galaxie, doit permettre de détecter des planètes extrasolaires par interférométrie, par astrométrie. Alors voilà les précisions qu'on a au cours des siècles à partir des différentes mesures. Alors il part, Tycho Brahe, 17e, voilà, là à partir d'instruments, et puis ici on a Hipparcos, premier engin spatial pour astrométrique, destiné donc à observer les positions des étoiles, et puis Gaïa ici. Alors c'est très important parce que, comme je l'ai expliqué tout ce matin avec la parallaxe, quand on détermine la position de l'étoile avec une extrême précision, hein, on arrive à déterminer leur distance. Donc, évidemment, toute l'astrophysique est basée là-dessus. Enfin, énormément de choses, de domaines de l'astrophysique sont basés là-dessus. Voilà. Hein. Alors, donc voilà, donc ça ne marche pas. Alors, le mouvement des étoiles, difficile à détecter, la modification du mouvement due à la pointe d'une planète, ça a pu marcher pour Sirius parce que c'était une naine blanche et que c'était quand même quelque chose de beaucoup plus massif qu'une planète. Hein. Donc on étudie le mouvement de l'étoile le long de la ligne Méphysée, voilà, la spectroscopie. Alors là, je vais le réexpliquer rapidement, parce que vous le savez ce que c'est que la spectroscopie ou pas, ou est-ce que j'ai besoin de les réexpliquer? C'est le spectre. Bon, je vais expliquer rapidement, voilà. Décomposition de la lumière du soleil et des étoiles, voilà, ici vous avez un arc-en-ciel, hein, voilà l'arc-en-ciel double, voilà, donc ça c'est la lumière du soleil qui est décomposée sur les gouttes d'eau, donc qui fait que pour avoir un arc-en-ciel, il faut que vous ayez à la fois des nuages et du soleil, et en plus que le soleil ne soit pas trop sur l'horizon, hein, c'est pour ça que vous n'avez pas l'arc-en-ciel en plein midi, il faut que ce soit le matin sur le soir. De la pluie. Voilà. Alors on décompose la lumière à travers du soleil à travers un prisme. Ici, quand on a décomposé, alors ça c'est ce qu'on a trouvé au 19e, hein, en plus des couleurs, ici il y a des raies. Vous voyez, des raies obscures. Sombres, quelquefois elles sont brillantes, ça dépend des cas, ça dépend des étoiles. Hein, voilà. Et alors il a fallu identifier ce que c'était que ces raies et à quoi ça correspondait. Voilà, donc les endroits sont bien précis. Voilà. Alors, dans ce spectre, de très nombreuses raies sont. Alors, Fraunhofer, qui est le premier à étudier et répertorier ces raies, et Kirchhoff et Bunsen ont identifié les corps, donc qui donnent naissance à ces raies. Voilà. Voilà Fraunhofer, et voilà Kirchhoff et Bunsen. Enfin bon, une image extrêmement romantique. J'ai encore jamais vu de spectroscopiste avec des habillés comme ça, c'est dommage. Ah non, mais voilà. Alors voilà. Alors Kirchhoff, voilà le dessin de Kirchhoff. Alors ici, il a donné des lettres aux différentes raies, aux ensembles de raies. Alors on parle toujours des raies HK du calcium ionisé, mais ce qui est compliqué, c'est que là-dedans, dans les raies, il y a des raies qui correspondent au Soleil, il y a des raies aussi qui correspondent à la vapeur d'eau ou dans l'atmosphère. Hein. Voilà, non, ça on a identifié. Alors là, il y a des centaines, il y a des milliers de raies, voilà, plus de 20 000. Et alors, donc pour les gens qui travaillent sur des toiles froides, moi je travaille sur des toiles chaudes, c'était bien, il y a très peu de raies. Voilà. Et donc c'est un très bon travail des astronomes que d'identifier les raies. À quel corps ça peut correspondre avec ça. Pourquoi il y a 20 000 raies? Pourquoi? Oui. Mais toutes les raies qui sont dans le Soleil, tous les corps qui rayonnent sur la surface du Soleil, ils donnent naissance à 20 000 raies. 20 000. Ça correspond à des entités chimiques? Non, justement, voilà. Alors, pour un même élément chimique, bon, attends, est-ce que j'explique ce que c'est qu'un spectre? Attendez, après, non, je ne l'ai pas expliqué. Bon, en fait, bon, les raies, j'ai supprimé la partie. Attendez, j'ai supprimé la partie qui expliquait ce que c'est qu'une raie, à quoi c'est dû. Non, oui, effectivement. Bon, ben voilà. En fait, donc je vais réexpliquer. On va prendre l'exemple de l'hydrogène. Hein, voilà. Hein, voilà, je vais là, par exemple, ici. Non, j'aurais pu garder le truc. Là, j'ai supprimé la partie. Alors, vous avez l'hydrogène. Si on prend ça de façon un peu symbolique, vous avez donc un noyau qui est composé d'un proton, hein, c'est-à-dire
une particule lourde, ce qu'on appelle lourde, qui est positive. Et puis vous avez un électron qui théoriquement tourne autour. Enfin, c'est symbolique comme augmentation. Et en fait, l'électron ne peut pas être à n'importe quelle distance du noyau à ce qu'on appelle des niveaux d'énergie, ce qu'on appelle la mécanique quantique. Hein, et c'est pas, après, au bout d'un certain temps, ça appartient à un certain niveau, ça devient continu, mais autrement, ça n'est qu'à des certains niveaux d'énergie. Donc, quand l'électron se rapproche du noyau, il libère de l'énergie, hein, et ça vous fera. Donc il libère de l'énergie, donc ça fera une raie d'émission. Quand on l'arrache du noyau, il absorbe de l'énergie et ça fera une raie d'absorption. Une forme de photon, c'est ça? Non, oui, mais ça donnera naissance à un photon après, des photons. Mais je parle de l'électron dans l'atome, hein, et quand il a besoin d'énergie pour être à un niveau plus élevé, hein, et donc à ce moment-là, ça fera moins d'énergie qui sera donnée par le rayonnement, et ça fera une raie d'absorption. Et quand il descend vers un niveau, mais du coup la différence d'énergie sera la même entre deux niveaux, que vous fassiez dans un sens ou dans l'autre. Ce qui fait que vous ayez une raie d'absorption et une raie d'émission, elles seront au même endroit, qui correspondent, parce que là ça vous donnera, tout ça ça peut être étalonné en énergie, ça. Hein, ou peut-être en longueur d'onde, etc. Et comme W égale H nu, vous pouvez aussi l'avoir comme ça. Voilà. Hein, donc, et ici, donc, si on a ici la raie H bêta, on sait que ça correspond, alors c'est parce qu'on travaille toujours sur les raies bêta qui partent de l'hydrogène, qui partent du deuxième niveau, c'est parce que ces raies-là sont dans le domaine visible. Donc pour nous, c'est les plus commodes à étudier, évidemment. Hein. Et donc la raie H bêta donc, part du deuxième niveau et va au quatrième. Alors il y a H alpha qui va du deuxième niveau au troisième niveau, alors soit dans un sens, soit dans l'autre, et H bêta qui va du deuxième niveau au quatrième niveau. Hein. Après H gamma va du deuxième niveau au cinquième niveau, etc. J'aurais peut-être dû garder tout l'ensemble. Et voilà, alors une fois qu'on a identifié les raies, alors on fait évidemment, ça s'est fait, donc Kirchhoff et Bunsen ont été les premiers à faire ça s'est fait à partir, puis il y a des chouettes formules qui vous donnent les longueurs d'onde et tout ça. Hein. Et donc ça s'est fait à partir de labos, dans des labos, à partir de spectroscopes dans un labo. Donc on voit quel est l'élément qui émet de la lumière, on voit à ce moment-là quelles sont les raies qui sont, puis bon, il y a toutes les conditions physiques dans lesquelles vous avez des raies d'absorption et des raies d'émission, voilà, et on voit donc à quelle longueur d'onde vous avez ces différentes raies. Hein. Donc quand vous avez un spectre comme ça, eh bien à ce moment-là, il faut essayer de voir, mettons, chouette, j'ai une raie là, est-ce que c'est une raie d'hydrogène? À ce moment-là, il faut voir si vous avez les autres raies d'hydrogène aussi, avec les valeurs relatives qui sont prévues. Hein. Oui, et puis si ici vous avez, une raie, c'est une raie du magnésium ici. Hein, il faut voir, là c'est le raie du fer. Bon, il faut voir si vous avez les autres raies du fer et qui soient, l'intensité de la raie est proportionnelle à celle qui est là, etc. pour voir si c'est vraiment le fer qui émet là. C'est ça qui s'appelle une reconnaissance des raies, reconnaissance des identifications des raies dans un spectre. Donc chaque élément a plusieurs raies en fait. Oui. Il y a combien de raies d'hydrogène? Ben, vous avez toutes les séries, la série qui part, il y a la série Lyman qui part qui part du niveau 1. Alors ben, il y a une infinité de raies parce que vous avez, à part ça commence au niveau 1, 1, 2, etc. Puis alors à la fin, ça c'est les niveaux trucs, et à ce moment-là, vous arrivez dans le continu. Donc il y a une infinité de raies, mais ça dépendra aussi de la dispersion de votre spectroscopiste, de votre spectroscope pour avoir la fin des raies. Hein, vous avez la limite donc c'est la raie de Lyman qui est dans l'ultraviolet. Après vous avez donc la raie de Malmer qui sont dans le visible. Après vous avez les raies de Paschen qui sont dans l'infrarouge proche, les raies de Brackett, les raies de Pfund, etc. Il y en a comme ça tant qu'on veut. Et alors ça c'est relativement simple. Évidemment l'hydrogène est plus simple puisque c'est juste un proton et un neutron et un électron, un proton et un électron. Mais là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est quand vous avez des raies de molécules. Voilà. Et les raies de isotopes sont différentes? Oui, comment on les reconnaît par rapport aux autres? Mais de toute façon, tout ça c'est fait à partir de manips dans un labo. Hein. Les identifications, ça c'est fait à partir de manips dans un labo. Puis après, quand on a observé
je crois que ça a été vu avec les éclipses qu'on a déterminé, donc on a observé un corps qu'on ne connaissait pas, l'hélium, mais il a fallu après voir on a vu des règles, il a fallu identifier, etc. Et puis il s'est vérifié à partir de valides dans un labo. Donc après, on a une carte. Et cette carte, on peut Il attaquer y a des atlas. Oui, oui. Il y a des atlas de raies du soleil, et c'est des atlas qui sont grands comme ça, avec des pages et des pages et des pages et des pages de raies, avec tous les... Tu as apporté ton outil magique? Mais non, je l'ai perdu, je ne sais plus où il est. Ah, J'ai pas pensé. Mais non, on ne voit pas les raies sur l'outil, on voit la décomposition, mais on ne voit pas les raies quand même. Si, on voit les raies. Si, tu as raison, tu as raison. oui. Tu as raison, mais je ne crois pas que je l'ai. Non, je ne crois pas, j'arrive pas, je sais très bien ce que j'en ai fait, un petit spectroscope de poche. Moi, j'ai pas pensé. Ah oui, non, ça c'est bête, t'as raison. T'as raison. Ah bah si, je l'ai. Ah bah je l'ai, chouette. En plus, j'ai changé de sac. Voilà. Alors, j'ai changé de sac par miracle ce matin, en me disant je ne vais pas prendre d'autres qui seraient trop petits. Et voilà, j'ai bien fait parce que voilà. Alors, est-ce que, pas que je me trompe de sens, mais ça peut être ça. Oui, c'est comme ça. Mais non, ça marche pas, attends. Si, ça marche. Attends. Ah ben voilà, si. Alors, regardez les lampes. Vous allez voir ce que c'est que des raies d'émission. Vous faites passer vos petits camarades après. Regarde dans la lampe. Ah, Regardez la lampe. ah oui. Et alors là, c'est des raies d'émission. Si vous regardez le soleil, vous aurez l'arc-en-ciel qui s'accomplit. Ah, oui. Mais là, il faut Pourquoi que je c'est nettoie parce que continu j'ai et là, une pourquoi grosse il y a... poussière sur la fente, il y a un truc... Pourquoi c'est en continu et pourquoi là c'est haché les... Ça dépend complètement du processus de physique qui lumière. donne naissance à la lumière de la lampe. Ah, d'accord. Si vous regardez la lampe, attendez, si on allume ici la lampe, Il n'y a pas les mêmes lampes, là, les petites. la lampe du couloir ne doit pas donner la même chose. Même d'un tube à l'autre, ils ne sont pas dans les couleurs. Alors regardez, attendez, qu'est-ce que j'ai allumé là? Les petits spots. Alors regardez les petits spots. Ah, les petits spots, ils sont continus. Voilà. Ah, oui, Vous faites passer à vos petits d'accord, camarades. je les mettrai dans toutes les longueurs d'onde. Je suis contente de vous y retrouver, merci. Mais il faut que je trouve une... Alors le il faut que soleil je émet en trouve fait tous les J'avais ça ondes de autrefois, un lumière, truc c'est pour ça qu'on nettoyer le... continue, alors une que petite ça, brosse ça pour nettoyer émet les objectifs d'appareil certains photo, c'est là une grosse poussière. collections chimiques qui sont dans Il y a une poussière, il y a... C'est génial, petit truc. Ça va être du néon, je sais pas. D'accord. Oui, c'est pas le même processus. Il y a des qui sont avec des filaments et d'autres, c'est... On fait passer une vitesse électrique entre deux trucs. Alors mon frère, il pensait qu'il aurait les trucs des étoiles. Mais je pense à lui dire que si on faisait des gros télescopes, c'est parce qu'un petit machin comme ça suffisait pas. Ah, Ben, ouais, c'est c'est ça. sûr. Bah oui, sinon ça serait trop simple. Malheureusement. Oui, malheureusement. Il n'y a pas assez de photons quand même. Il n'y a pas un tube pareil. Ils Ah ne bon sont pas les mêmes couleurs. Hein. Oh mais on nous cache tout, on nous cache tout. C'est scandale. C'est pour ça que ça paraît jaune l'écran là. Ah, c'est ça, oui. Et en plus, il y a un projecteur, on pourra regarder. Ah ben ça c'est pas la peine, je veux pas regarder le projecteur parce que là pour l'instant ça va. dangereux, hein. Mais moi j'ai trop de problèmes parce que moi je vois les trois bandes. Dès que je le regarde un peu, je vois les trois bandes, parce que quand j'ai un peu de côté. Alors je sais plus, une fois quelqu'un m'a dit c'est psychologique, complètement crétin parce que j'avais jamais pensé qu'il y avait trois bandes et toutes ces couleurs là, parce que les trois bandes du truc c'est bleu, rouge et vert. Ouais. Hein. Ben, ça je ne le savais pas, donc ça ne peut pas être psychologique. Et je pense que c'est, au début je pense que ça le faisait avec mes lentilles, et je pense que c'est mon l'implant que j'ai après la cataracte, et c'est sur les bords. Forcément c'est un truc divergent parce que je suis très myope, et je pense que c'est sur les bords. Mais avant, à un moment quand j'avais la cataracte, c'était les cristaux que j'avais dans l'œil, etc., j'avais la décomposition de la lumière des réverbères. J'avais la décomposition des lumières et donc j'avais un halo autour de tous les réverbères et je connais les spectres de tous les réverbères de Paris. C'est rigolo, hein? Il y en a, c'est comme ça, et il y en a qui sont comme ça. Ah mais non, alors, ce qui est horizontal, ce qui est horizontal, oui, mais le truc qui est horizontal, le truc qui est horizontal, là c'est une poussière sur la fente, il faut que je le nettoie. Non, mais quand on regarde ce tube-là, c'est Ah bon comme ça, mais alors la Ah bon petite lampe là, Ah elle oui, est il faut que comme je regarde ça. ça. Tiens, faites passer. C'est une fausse lampe, c'est un tortillon en fait. Laquelle? Les petits spots là. Ah bon, il faut que je regarde alors. Ah non, c'est un vrai spot celui-là. Et il n'y a pas un tube pareil, hein.
Oui, c'est pas bien. Ben, ça doit être le vieillissement ou un C'est truc ça, comme oui. ça. Oui. Oh, mais il y a différentes Celui-là, couleurs il est pour les plus, néons. plus bleu. Ouais, Celui-là, il est un peu plus les jaune. roses, les bleus. Ouais, mais quand on se promène comme ça dans la rue, moi Oui. Attention, regardez, on a les pieds. je me dis, il est fou celui-là. Mais quand on regarde la lumière du soleil qui fait assez beau, alors il ne faut pas mettre complètement vers le soleil, mais à ce moment-là, on voit quand même les raies les plus importantes, les raies d'absorption les plus importantes. Et moi, j'ai travaillé pendant des années sur les étoiles qui avaient à la fois des raies d'absorption et des raies d'émission, et on pense que les raies d'émission sont données par une enveloppe gazeuse autour de l'étoile, et le truc, c'était de savoir quelle est l'enveloppe, quelles sont les conditions qui règnent dans l'enveloppe, etc. C'était ça le truc. Et comment on peut dire, on peut faire la distinction entre arrêt d'émission et arrêt d'absorption Bah, sur là, le haut. Là, vous avez une Là, oui. là, vous avez une raie d'absorption, là, ça sera comme ça. D'accord. Voilà. C'est un saut d'énergie alors, ça Oui, correspond c'est dans l'autre à- sens. D'accord. Et le. On s'est amusé avec ça, mais dans ça. Non, mais tu m'expliquer. Je le vois pas là. Ah si, ça y est. Alors là, d'accord. Donc il y a une vitesse d'onde différente, hein, parce que j'imagine qu'il va y avoir un verre qui a. Alors, qu'est-ce qu'il faut- c'est ça, attends. il y a une vitesse d'onde différente qui décompose la lumière, c'est ça? Moi, je ne les vois pas tellement C'est différents. comme, c'est tout à fait ça. C'est comme un Ouais, prisme. c'est le même. Là, c'est un Oui, petit oui, réseau. c'est comme un C'est prisme un en petit fait. réseau à l'intérieur. Mais ça veut dire que Les petits les spots, tous c'est tout à fait arrivent avec des différent des longueurs gros, d'onde Ah oui, qui différentes. spot sûrement, oui. Et ça arrive avec des longueurs d'onde différentes, donc avec, à une vitesse différente. C'est Ça. Non, mais dans l'appareil. C'est la même chose que ce qu'on Bah, les voit. spots, ils sont en continu. Donc, Ce qu'on voit pas, nous. Les spots, ils sont en continu. oui, Et mais le mécanisme qui fait que on aboutit à un spectre comme ça, c'est que en fait la lumière qui arrive, eh bien, à chaque fois, elle est décomposée avec des longueurs d'onde différentes qui n'arrivent pas au même moment, et c'est ce qui fait que donc je regarde le truc sans regarder directement dessus. Oui, mais la vitesse est la même. C'est marrant, là, il y a la ça vitesse est est la continu, même. là. Oui, forcément. Oui. Le spectre de. Mais Bah, là, il y a du ce qui jaune. fait que ça Lumière blanche. étale dans différentes couleurs en fait. Attends, là, je regarde le spot. Ça la et puis là. décompose. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui. C'est la longueur d'onde qui est différente. Et la longueur d'onde, Ouais. elle se trouve basique. décomposée parce que Pourquoi parce on voit qu'on a une les- matière qui décompose toutes les cette longueur d'onde. Voilà, c'est couleurs. le trou qui Bah, parce qu'il y a à la fois du Celui qui voit la décomposition. Oui, oui, il y a à la fois du autre chose, continu. ça, c'est Et à la le fois verre. du continu. Alors là, c'est les différentes longueurs d'onde. Mais Oui. différentes Alors, couleurs. quand on observe- Quand on observe Non, mais ce en. que je voulais dire, c'est comment. Donc, le continu va dans la lumière visible du rouge au violet. Ouais, Oui, mais pourquoi on va les 4700. couleurs décomposées? D'accord. Bah, parce que forcément, là, c'est un spectre, donc la lumière est décomposée. Oui. Alors, quelquefois, on ne montre pas toujours, parce que quelquefois, c'est plus simple de le montrer. Bon, mais D'accord, alors On les voit. photons ils arrivent comme ça. c'est forcément décomposé, puisque D'accord, c'est ou un alors spectre. comme ça. Oui, il y a à la fois du continu, il y a du continu et des raies. Quand on a un prisme, par exemple, Oui. on voit la lumière, Du soleil, oui, eh ben, elle va de couleur. Oui, Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, oui, d'accord. Qu'est-ce que fait la lumière? Ils sont comme ça. Et Ah, l'interface sur les deux. à l'intérieur du spectre, ce qui s'est passé, c'est que la lumière, quand elle arrive dans elle entre dans le prisme. Oui, Et elle est déviée, c'est-à-dire, en entrant dans le verre, elle est déviée. Et elle est déviée suivant les différentes longueurs d'onde. oui. Et quand elle ressort, elle est aussi déviée, encore déviée, sur les différentes longueurs d'onde. Donc à la sortie, on aura bien vu que la lumière déviée, parce que C'est un saut d'énergie. toute la lumière est allée, puisqu'elle aura été déviée de façon différente suivant les différentes longueurs d'onde. Faut que tu montres la diapo précédente. Tu vas le- Oui, Ça fait la raie. d'accord. Donc la Celle-là. composition. en fait. Oui. Voilà, alors ici, bon, ici, vous voyez, ça commence à être décomposé à l'entrée Ah, à voilà, l'entrée du c'est ça. prisme. Hein, ça commence à être décomposé parce que la lumière, la déviation de la lumière dépendra de la longueur d'onde. Donc, ici déjà, quand elle est entrée dans le prisme, déjà, elle est décomposée, puisqu'il est dévié différemment suivant la longueur d'onde. Hein. La lumière blanche est la somme de toutes les lumières visibles. Hein. Et en sortant du prisme, c'est encore décomposé, voilà, et alors du coup, on peut le récupérer, on peut récupérer toute la lumière décomposée. Mais elle arrive un petit peu plus lentement quand même. Elle a une plus grande distance à faire.
Elle a une plus grande distance Ben, ça à dépend faire des longueurs d'onde. dans l'ultraviolet, là, parce que c'est plus long, là. Oui, peut-être, oui, mais alors, à ce moment-là, elle va plus vite. Donc c'est ce qui permet de mesurer l'effet Doppler, c'est ça? C'est non, après, on arrive à l'effet Doppler. Alors ici, vous avez les raies. Voilà. Hein, et ça, donc là, vous avez décomposé en longueur d'onde. Toutes les longueurs d'onde sont décomposées. Puis vous voyez tout ce qui se passe à chaque longueur d'onde, c'est-à-dire à chaque fréquence dans la lumière. Hein, voilà. Et puis, bon, alors ça, c'est très important parce que, du coup, alors évidemment, c'était pas le sujet du cours, donc je ne vais pas insister là-dessus, mais du coup, quand on a découvert ça, ça a été la naissance de l'astrophysique. Et maintenant, presque, bon, je ne dirais pas combien, disons 75% au moins de l'astronomie est de l'astrophysique. Et nous, les astronomes, on a beaucoup cité Auguste Comte, qui donnait l'exemple des conditions des étoiles comme une chose qu'on ne connaîtrait jamais. Hein, ça, c'est un exemple que les astronomes adorent sortir. Et en fait, ben non, on sait ce qu'il y a dans les étoiles, on sait comment les étoiles rayonnent et quel corps rayonne dans les étoiles, et dans le soleil, etc. Faut jamais dire jamais. Pardon? Faut jamais dire jamais. Oui, non, absolument. Science. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Et alors, en plus, la spectroscopie et l'effet Doppler, vous allez voir, ça sert absolument à tout. Alors, je continue, là, voilà. Bon, voilà, alors ça, donc on a identifié les éléments, hein, voilà, et donc, pour un même élément chimique, les raies se trouvent aux mêmes longueurs d'onde, qu'elles sont en émission ou en absorption, donc je dis suivant qu'on considère que l'électron descend d'un niveau d'énergie ou remonte à un niveau d'énergie, mais les niveaux d'énergie sont à des valeurs bien précises, c'est ce qu'ils appellent la mécanique quantique, hein, voilà. Et le type du spectre, donc tu vas sur en émission, en absorption, ça dépend des conditions physiques. Bon, et on peut connaître la composition d'un corps à distance par comparaison depuis le spectre d'éléments connus par analyse en laboratoire. Voilà. Et l'ensemble, le spectre d'un corps composé présente l'ensemble des raies spectrales de ces éléments chimiques. Donc vous aviez vu le spectre du Soleil qui met à la fois les raies, voilà, il y a à la fois le fer, le calcium, l'hydrogène, le magnésium, le fer, etc. Voilà. Hein. Alors ici, donc, ça, à partir du moyen spectre, on a classé les étoiles. Hein. C'était un gros travail, voilà. Et on avait au début classé les étoiles en fonction de la raie d'hydrogène. Hein. Et donc on a appelé A les raies qui auraient, les spectres qui auraient les plus grosses raies d'hydrogène. Bon. Et puis après, on pensait que c'était un critère de masse et de température surtout. En fait, on s'est rendu compte que non, et donc c'est pour ça que les types spectraux sont différents, ça commence par O, après il y a B, après il y a A, parce que ça a été interverti, vous voyez, mais là on est sûr que A0, c'est lui qui aura les plus grandes raies d'hydrogène, les plus grosses raies d'hydrogène, puisque justement, on a commencé à dire que le A, on classait donc à partir des raies d'hydrogène, donc le A était donc les plus grosses raies d'hydrogène. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça. Voilà. Et qu'en particulier, vous voyez, plus vous descendez en température, alors là, les plus chaudes sont là-haut. Hein, les plus basses sont en bas, hein, donc les naines N. En haut, c'est les étoiles O. Hein, alors, ça veut dire que en haut, vous avez les étoiles chaudes, qu'on disait tout à l'heure, les étoiles bleues. En bas, vous avez les étoiles rouges. Bon, là les couleurs ne sont pas tout à fait ce qu'il faut, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est les raies, là. En haut, donc vous avez les étoiles chaudes en haut, les étoiles rouges en bas. Hein. Elles sont très chaudes, elles sont très grosses, très massives en haut. Elles vivront peu de temps. En bas, vous avez les étoiles qui sont froides, qui sont peu massives, hein, et qui vont vivre très longtemps. Petites étoiles, hein, voilà. Et je vous disais tout à l'heure que ce sont ces étoiles-là qui sont en très grand nombre dans la galaxie. Mais comme elles sont pas brillantes intrinsèquement, eh bien, on ne les repère pas facilement, mais ce sont elles qui ont beaucoup de raies, vous voyez la quantité de raies qu'il peut y avoir, et voilà, et alors là, on va voir pour chercher les planètes extrasolaires, évidemment, on a commencé par chercher les planètes extrasolaires dans les étoiles de type solaire, forcément. Voilà. Et vous voyez ici toutes les raies qui existent. Hein. Donc elles ont beaucoup d'éléments chimiques. Oui, oui, oui. Donc ce sont des étoiles de seconde génération alors? Oui. Non, mais non, parce que Pas forcément. parce que justement, les étoiles, justement, on cherche celles qui ont le moins d'éléments
le moins d'éléments lourds en pensant qu'elles ont été formées justement il y a très très longtemps. Oui. Hein. Mais celles-là, de toute façon, celles-là, elles sont forcément jeunes puisqu'elles ne vivent pas vieilles. Elles meurent avant. Donc elles sont forcément des étoiles jeunes. Elles sont bleues, mais elles vivent très peu de temps. Enfin, quelques millions d'années quand même. Hein. Mais le Soleil, alors le Soleil doit vivre 10 milliards d'années, et actuellement, le Soleil a 5 milliards d'années. Voilà. Bon, alors, donc, voilà, donc, ici, donc, position d'étoile difficile à déterminer, on étudie la vitesse de l'étoile. Alors, justement, cette vitesse peut être déterminée avec une grande précision, la vitesse qui est l'étoile qui s'éloigne, enfin qui se rapproche ou qui s'éloigne de vous, voilà, au long de la ligne de visée, grâce à l'effet Doppler. Alors, effet Doppler, Fizeau, voilà, effet Doppler, Fizeau. Alors, c'est quand vous envoyez, là ici on la représente, bon, il y a ici une source qui se déplace. Alors, elle émet, la source se déplace comme ça. Bon, elle émet des ondes. Hein, ça peut être des ondes lumineuses, ça peut être des ondes sonores, etc. Bon, vous êtes là, et ici la source qui arrive, elle rattrape ces ondes. Donc vous, les ondes, vous les détecterez plus courtes. Par contre, si vous êtes là, la source lumineuse, la source sonore s'éloigne de vous, si c'est une voiture de pompiers, hein, elle s'éloigne de vous, donc les ondes, elle laisse traîner ces ondes derrière, donc vous, les ondes que vous recevrez, vous, ce seront des ondes plus longues. Voilà, ce qui veut dire, si vous avez par exemple une voiture de pompiers, une voiture de police ou n'importe quoi, voilà, hein, vous avez ici, bon, quand la voiture est stationnaire, bon, vous avez le klaxon là, quand elle se déplace, eh bien, elle rattrape, les ondes devant seront plus courtes et derrière seront plus longues. Donc, si vous écoutez une voiture de police ou une voiture de pompier qui passe, vous entendez pas, pom, puis à partir où la voiture vous a dépassé, vous avez un pimpon qui sera plus bas. Parce qu'à ce moment-là, elle s'éloignera de vous. Donc elle se rapproche de vous, vous avez un certain pimpon, et elle sera plus bas puisque les ondes sont plus longues et que dans les ondes sonores, les ondes graves sont plus longues. Les ondes graves correspondent à une plus grande longueur d'onde. Ah, c'est ça. Ah ben oui, vous avez un violon et il sera plus aigu qu'un violoncelle, qui sera plus aigu qu'une contrebasse. En fait, c'est pas les ondes qui changent, mais c'est que on perçoit en fait qu'à une certaine distance les ondes les plus graves, quoi. Non, mais c'est parce que l'onde, la voiture rattrape. Bon, là, elle laisse traîner les ondes, elles seront plus longues. Hein, et voilà. Et ça, c'est les ondes sonores. Parce que ça, c'est acoustique. Est-ce qu'on peut transposer ça aux ondes... Ben voilà, alors ça, on fait ça avec les ondes lumineuses, parce que les étoiles, ça, voilà. Alors avec les ondes lumineuses, c'est exactement la même chose. Donc, l'étoile, elle envoie des ondes, voilà. Et si l'étoile s'éloigne de vous, eh bien, les ondes seront décalées vers le rouge, et si l'étoile vers les grandes longueurs d'onde, donc les raies seront décalées vers les grandes longueurs d'onde, et si l'étoile se rapproche de vous, les ondes seront décalées vers les petites longueurs d'onde. C'est ce qu'on appelle les vitesses radiales. Voilà. Et c'est comme ça que c'est déterminé. Donc, ici, si vous avez ici un spectron extrêmement précis, avec des dispositifs très sophistiqués pour vous mesurer avec une extrême précision la position des ondes, la position des raies, vous aurez une extrême précision sur la détermination de la vitesse de l'étoile. Beaucoup mieux que ce que vous pouvez déterminer sur le fond du ciel. D'accord? Alors en plus, l'effet Doppler, il y a la moitié, au moins la moitié de la spectroscopie qui est basée sur l'effet Doppler. Vous avez par exemple, quand une étoile, si vous utilisez une étoile qui a une grande vitesse de rotation, par exemple, hein, eh bien, donc vous avez une étoile, elle tourne, il y a une partie de l'étoile qui se rapprochera de vous et une partie de l'étoile qui s'éloignera de vous. Donc la partie de l'étoile qui émet une raie, hein, qui émet donc la raie, et la partie de l'étoile qui se rapprochera de vous, cette partie de la raie sera décalée vers le violet, la partie de l'étoile qui s'éloigne de vous, cette partie de la raie sera décalée vers le rouge, donc la raie sera élargie. Donc à partir de la largeur des raies, on peut déterminer la vitesse de rotation des étoiles. Voilà. Bon, les galaxies, on a détecté que toutes les galaxies, sauf Andromède par exemple, s'éloignent de nous, et plus elles sont lointaines, plus elles s'éloignent de nous vite, le décalage vers le plus grand, donc c'est
l'expansion de l'univers. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est plus l'effet Doppler. C'est pas l'effet Doppler, mais qu'est-ce que c'est? C'est juste le redshift décalé vers le rouge. Qu'est-ce que c'est si c'est pas l'effet Doppler, l'effet redshift? C'est pas les mêmes formes. C'est pas quoi? C'est pas l'effet Doppler, le redshift? C'est ça, c'est. Attention, là, t'es mal là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est si c'est pas l'effet Doppler, le redshift? C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est si c'est pas Mais je l'effet sais pas Doppler? comment on le sépare. Non. C'est l'effet Doppler, le redshift, qui suit que c'est solo. Alors là, écoutez, ça change. Oui, voilà. Je l'ai fait venir spécialement. Ça change. Et si on dit qu'il y a une accélération en fait de la vitesse, comment on peut la déterminer sur un temps très Il n'y a court? pas d'accélération, la vitesse elle est comme... Non, mais non, il y a une Non, variation de la vitesse. une accélération de l'éloignement des galaxies, de l'expansion. C'est donc elles accélèrent, mais par Bah, il rapport faut- à quel point fixe on le détermine, Bah, à partir puisque de c'est. Mais oui, mais nous, quelle période de temps on le détermine? Ben non, mais plus vous êtes loin dans l'espace, plus vous êtes loin dans le temps, parce que c'est parti il y a longtemps. Donc si vous allez très loin et que vous voyez que la vitesse n'est pas la même, il faut dire qu'à ce moment-là, l'expansion était telle ou telle vitesse. Mais si on fait Et alors là, on peut l'observation, rajouter un peu saupoudrer un peu de, si on fait de relativité l'observation sur restreinte ou un généralisée. siècle, par exemple, Pardon. c'est un temps infime. L'observation sur un siècle, par exemple, c'est un temps infime. Comment sur un temps très très court, on peut mesurer qu'il y a une Ah accélération? non, mais c'est pas comme ça que ça marche l'accélération. Ah. C'est pas comme ça que vous déterminez pas sur le temps, sur votre temps à vous. Vous n'avez pas le temps astronomique, c'est rarissime qu'on peut utiliser. Ce qui se passe, c'est que quand vous étudiez les galaxies, la chance on s'éloigne, mais bon, quand vous étudiez la lumière qui vient des galaxies, elle est partie il y a très longtemps, elle est partie. C'est bon, l'Andromède est à 2 millions d'années-lumière. Donc la lumière qui arrive d'Andromède est partie à 2 millions. D'accord? Bon, alors en plus, là, ça va être un petit peu plus compliqué après, mais il y a des choses. Bon. Mais si vous étudiez après, plus vous allez loin dans l'espace, plus la lumière que vous recevez a été envoyée il y a longtemps. Donc si vous voyez à ce moment-là le décalage, vous pouvez voir, c'est pas simple, les équations. Mais donc c'est comme ça que vous voyez ce qui s'est passé il y a longtemps. Actuellement, ce qu'on est maintenant, c'est ce qui se passe maintenant, et c'est pas sur une échelle de temps d'un siècle. Non, non, mais je veux dire l'accélération, le fait que ça s'accélère. Mais ça s'accélère pas, L'éloignement. c'est pas comme le réchauffement climatique, où on peut voir ça avec l'époque où j'étais enfant, ça c'est fini. Non, non, c'est ce qu'il faut voir, ce qui se passe avec quand vous observez très loin et ce que vous observez plus près. Plus loin, c'est il y a plus longtemps dans l'espace, dans le temps et dans l'espace. D'accord? C'est bon? Oui, 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 non, mais c'est vrai que la question. Une vitesse, c'est compliqué, mais l'accélération d'une vitesse, c'est. Ben, sans si la vitesse n'est pas la repère, même, si vous apercevez que les sans objets repère, qui sont très très lointains n'ont pas la même vitesse, vous pouvez en conclure qu'à l'époque, quand la lumière est partie de chez eux, elle n'avait pas la même vitesse. Voilà, bon. C'est pas simple, hein. Non, c'est pas simple du tout parce que c'est complètement contraire à. Enfin, ça correspond pas à ce qu'on a dans la vie de tous les jours. Voilà. Bon, alors, comment mesure-t-on la vitesse d'une étoile? Donc voilà, on utilise l'effet Doppler. Bon, je reprends ça, voilà. Et ici, donc vous avez voilà, un spectre spectre continu, spectre en émission décalé vers le rouge, spectre en émission décalé vers le bleu. Voilà. Alors, si vous avez maintenant. Alors, pour. Voilà, extrême importance en astronomie, déterminer la vitesse, la rotation, la pulsation des étoiles, parce que s'il y a des étoiles qui pulsent, c'est pareil, hein, vous voyez bien à ce moment-là l'étoile qui se rapproche de vous, mais sachant qu'en plus il y a la vitesse générale de l'étoile. Hein. Une petite question juste avant, là, sur le slide d'avant. C'est décalé vers le bleu, vers le rouge, mais les couleurs sont les mêmes. Ah oui, mais justement, ils ont pris un. Oui, enfin, ça ne changera pas grand-chose, hein, ils ont pris un. C'est pas le même rouge, quoi. Oui, pas enfin le... bon, un peu près. Mais justement, par exemple, on sait que quand on a déterminé les quasars, il y a des gens qui ont observé. Les observations des quasars, on avait des spectres tout à fait incroyables et qui étaient absolument incompréhensibles. Les gens ne voyaient pas du tout ce que ça pouvait bien être comme spectre. Et puis la légende veut qu'une fois, il y a le type qui s'arrachait les cheveux, puis il y a un collègue qui passe, un bureau d'à côté qui passe et qui dit « Ah mais c'est la série d'hydrogène ça !» Ils reconnaissaient les raies, l'écartement des raies qui correspondait à la série d'hydrogène. Hein? Et simplement, c'était tellement pas à l'endroit où on s'attendait à le voir, que l'astronome n'avait pas du tout identifié que ça pouvait être des raies d'hydrogène, parce qu'ils étaient beaucoup plus loin. Ça voulait dire que les quasars étaient très très loin,
Parce que les raies avaient été très décalées vers le rouge et beaucoup plus loin que tout ce qu'on connaissait à l'époque. Ça, c'était au début des années 60. Voilà. Ça c'est dans l'infrarouge. Ah oui. Dans le radar. Plus c'est net. Voilà, alors voilà, donc là, ce qui fait, c'est que quand vous avez ici, donc, on reprend, alors si par exemple je fais une ronde avec quelqu'un, bon, ben, non seulement, alors il y a des moments où béton, bon, on reprend l'exemple du marteau, je lance le marteau, j'aurais tué la rigueur en lanceuse de marteau, mais enfin bon, là, bon, on se déplace sur le ciel, hein, l'étoile se déplace un tout petit peu sur le ciel, très peu, mais là, elle va vers vous, et là, elle s'éloigne de vous. Hein, mais un tout petit peu, mais l'effet Doppler peut être mesuré avec une extrême précision, puisqu'il s'agit de mesurer la position des spectres. Voilà, donc, en novembre 95, autour de 51 Pégase, voilà, à l'Observatoire de Provence qui est là, voilà, à côté de Fort Calquier, avec le télescope de 1m93, alors 1m93, donc c'est la taille du miroir, voilà, le diamètre du miroir, et voilà, et on observe des variations, donc précision de l'ordre de 30 km par heure, voilà, et puis donc Mayor et Kellos. Voilà, alors, ça c'est donc un spectro. Alors le spectro Elodie a été fait par donc une équipe franco-suisse. Alors les Suisses étaient spécialisés dans l'étude des étoiles doubles. Et justement, quand Mayor a demandé donc, du temps d'observation dans ce télescope, il a dit, pour détecter des étoiles doubles et qui servent peut-être des planètes extrasolaires. Donc il savait parfaitement qu'il pourrait détecter des planètes extrasolaires. Enfin bon, tout le monde essayait de détecter des planètes extrasolaires. Voilà. Mais le spectro était très très bon. Alors voilà, donc les vitesses radiales. Alors voilà, alors ça, là, je m'embête, j'ai trouvé ça dans un bouquin. Je n'arrive plus à retrouver dans quel livre ça peut être. Dans un article, je ne sais pas. J'ai jamais revu ce dessin-là. Alors là, c'est pour vous dire, voilà. Donc, c'est une étoile de type solaire. Évidemment, on s'est dit que les planètes, il fallait chercher les étoiles de type solaire. Voilà, donc la quantité de raies qu'il peut y avoir. Hein. Bon, là, c'est 4200, donc là, c'est dans le bleu. Hein. Oui. Et puis, alors, voilà la décomposition ici, simplement de cette partie-là. Alors là, vous voyez, vous avez énormément de raies. D'autre part, ces étoiles sont des étoiles qui ne tournent pas vite. Hein, du style 6 km par seconde. Moi, je travaille sur une étoile qui était à 350. Alors donc les raies sont très étroites. Donc, je vais montrer que quand les raies sont élargies par la rotation, donc quand l'étoile ne tourne pas vite, les raies sont très étroites. Donc ici, vous pouvez donc mesurer les raies avec une extrême précision. Voilà. Donc l'étoile, donc, le moment où elle se rapproche de vous et le moment où elle s'éloigne de vous, la vitesse n'est pas la même. Alors évidemment, si l'étoile est comme ça, si la planète est comme ça autour de l'étoile pourrait se déplacer comme ça, vous ne le verrez pas. Vous le verrez en astrométrie si vous avez un appareil suffisamment bon, c'est-à-dire pas encore maintenant, mais en spectroscopie, vous ne verrez rien du tout, parce que l'étoile se déplacera comme ça, et pas du tout comme ça. D'accord? Oui. Et là, on a les raies du même élément, mais décalées. Non, il y a plein d'éléments. Non, vous avez plein d'éléments. Non, entre autres, oui. Est-ce qu'on a aussi, je sais pas, l'arrêt d'hydrogène, Oui. Lyman, Lyman, vous l'aurez pas, c'est dans l'ultraviolet. je là. sais pas. Oui. Mais comme l'étoile se déplace, Oui. est-ce qu'on a là les raies décalées? Oui, tout, bien sûr. D'accord. Oui, alors Donc, vous c'est avez... une autre raison pour... Bon, alors déjà, vous avez déjà, l'ensemble, vous avez déjà, sur un cas comme ça, vous avez déjà ce qu'on appelle la vitesse radiale de l'étoile. L'étoile se déplace de toute façon par rapport à vous. Donc de toute façon, vous aurez un décalage direct par rapport à ce qui se passe en labo. Hein, en labo, généralement, c'est stable. Donc vous avez les vraies positions. Bon. Et donc déjà, vous avez la vitesse radiale de l'étoile, et là, ce qu'on étudiera, ça sera la variation par rapport à la vitesse moyenne. Hein. Et là, on a vu qu'il y avait une variation de période 4 jours, donc on en a conclu qu'il y avait une planète de période 4 jours. Hein. Bon, ben alors évidemment, les choses sont un peu compliquées avec
Voilà. Alors voilà quel exemple. Oh ben, je suis désolée, on a fini avec une microscopie, donc on peut un peu baisser la lumière. Ça va? Vous voulez quand même un peu? Un peu trop. Ouais. Enfin, voilà. Alors vous avez ici des raies, voilà, les variations des raies. Bon. Et ici, je suis désolée, c'est bizarre, c'est pas plus meilleur que ça. Voilà, donc là vous avez une belle. Alors tout ça c'est des traitements mathématiques, hein. Des traitements mathématiques qu'on fait subir. Voilà. Alors, bon, on va en reparler tout à l'heure de ça. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, comme je vous racontais tout à l'heure, on pensait que, donc on avait compté que pour que la planète soit détectée, il fallait que ce soit au moins une planète comme Jupiter, pour qu'elle soit suffisamment massive, pour que la variation qu'elle inflige à l'étoile soit détectable. Bon, et on pensait que pour Jupiter, créer au-delà de la limite des glaces, pour qu'il y ait suffisamment d'éléments pour créer une planète lourde, enfin massive, et donc, pour détecter. Donc, on n'avait jamais pensé que ça pourrait être une planète de 4 jours avec un Jupiter. Ça, c'était très très étonnant. Alors, entre le moment, ils n'ont pas osé l'annoncer tout de suite, et entre le moment où il l'avait trouvé, et le moment. Alors, Mayer, il a été voir un collègue qui travaille sur les histoires, etc. Puis, il a dit, est-ce que c'est possible d'imaginer une planète à 4 avec si près de l'étoile, elle avait calculé, bon, on va voir ça tout à l'heure, à quelle distance elle est de l'étoile, parce que, après tout, la planète, elle peut être brûlée, il y a toutes sortes d'effets physiques qui fait que la planète peut ne pas exister, hein, peut être détruite. Et alors, elle dit, le type lui dit, pourquoi vous avez quelque chose? Non, on demande ça comme ça, Voilà, parce qu'il ne voulait pas le dire. Et alors après, entre-temps, d'abord, ils n'avaient plus de mission, et puis l'étoile était plus visible. Et puis quand ils ont de nouveau une mission quelques mois après, l'étoile était de nouveau visible, ils avaient réglé le spectro à l'endroit où ils avaient calculé que devaient être les raies, exactement où devaient être les raies de l'étoile, et ils ont trouvé que c'était exactement à l'endroit prévu. Voilà. Alors les enfants de Mayor vont faire des caramels louches, à cause de Tintin. À cause de Tintin dans l'étoile mystérieuse, quand ils disent aimez-vous les caramels louches? Ça m'a toujours laissé perplexe. Quand j'étais enfant, je me suis dit c'est comme ça que les astronomes font une découverte. Je me suis rendu compte que pas du tout. Voilà, mais les enfants, Maillard m'a dit que les enfants vont faire des caramels louches. Voilà, je trouve ça marrant. Voilà, donc c'est tout à fait bizarre. Voilà, et c'est ça, bon, on va en parler tout à l'heure, hein. Bon, avec l'histoire des Jupiter chauds. Bon, c'est bon. À midi, on parlait de Curiosity. Oui. Sur un spectro, donc Curiosity a un appareil qui envoie avec un laser, il détruit une partie de la roche qu'il a devant. Donc ça émet des gaz, quelque chose, qui est analysé, comme ça ils déduisent la composition en fait, des cailloux qui sont sur Mars. Ah, d'accord. En utilisant ces mêmes outils.